Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, je vous ai dit que je vous ferai une petite vidéo sur les faux mouvements des banques, d'accord. Les faux mouvements, les chasses au stop, donc pourquoi les banques chassent les stops, d'accord. Donc là vous voyez à l'écran un petit peu le sommaire de la vidéo. Ce sera pas très long, je pense qu'il y en a pour 10-15 minutes. Je vais vous montrer des exemples dans les graphiques et surtout je vais vous donner des conseils pour éviter au mieux donc ces faux mouvements. D'accord, donc il y a des moyens pour se prémunir de ces mouvements-là. Ce ne sont pas des moyens où ça sera infaillible, d'accord, et ça n'existe pas, les moyens infaillibles d'éviter les faux mouvements des banques. Par contre, vous pouvez éviter avec de grandes probabilités ce genre de pièges que les banques font régulièrement. D'accord. Donc je vais vous montrer donc dans un premier temps, je vais vous expliquer très rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo sur les, euh, les connaissances traditionnelles, les connaissances conventionnelles, pourquoi les connaissances traditionnelles dans le trading vont vous piéger, d'accord. Donc je vais revenir rapidement sur le, le- le pourquoi du comment en fait, de pourquoi les banques chassent les stop loss qui ne sont autres que des liquidités sur le marché, d'accord. Et ensuite je vais vous donner donc quelques conseils pour dissocier au mieux donc les faux mouvements des vrais mouvements. Et enfin donc j'ai pas mal d'élèves qui me demandent pourquoi ça marche pas toujours, donc les M, les W, enfin pour ceux qui connaissent la stratégie de Steve Moreau, j'en ai certains qui ont du mal avec les M et les W. Donc je vais vous montrer pourquoi dans certains cas il faut éviter les M et dans d'autres il faut éviter les W. Allez, c'est parti. Alors pourquoi les banques chassent les stop loss? Donc là il faut vraiment donc comprendre la psychologie des banques. D'accord. Donc là je parle de psychologie mais je ne parle pas de psychologie du trader. D'accord. Là je suis vraiment clairement en train de parler de psychologie des banques. Pour comprendre pourquoi ils font ce genre de manipulation, il faut se mettre de leur côté et donc pour pouvoir déjouer leur manipulation il faut vraiment comprendre ce qui se passe en coulisses. D'accord. Donc les banques en gros elles chassent pas les stops par pur plaisir. D'accord. Elles chassent les stops pourquoi? Parce que ce sont des liquidités. Et pourquoi donc elles cherchent ces liquidités? Et ben c'est très très simple. Le mécanisme des marchés, c'est le même quel que soit le marché, d'accord. Que ce soit les gros marchés financiers ou le petit marché en bas de chez vous, pour que le marché il fonctionne, il faut toujours qu'il y ait un équilibre sur le marché, d'accord. Quand il y a un acheteur, il y a un vendeur, et quand il y a un vendeur, il y a un acheteur, d'accord. Donc sur les marchés financiers, c'est exactement la même chose. Et donc les banques, quand elles veulent trader de très gros volumes, donc acheter ou vendre de gros volumes, elles ont besoin d'une contrepartie. D'accord. Et donc cette contrepartie-là, ils ont besoin d'aller chercher les liquidités pour appuyer leur position. D'accord. Donc à partir de là, vous comprenez que les banques, elles sont comme nous, elles sont sur le marché pourquoi? Pour faire des profits. Ok, donc elles sont là pour servir leurs intérêts. Et donc pour servir leurs intérêts, clairement, ils doivent aller à l'encontre de nos intérêts à nous. D'accord. Donc ça veut dire que ça passe par quoi? Ça passe tout simplement par des manipulations. Et donc ils vont nous inciter à prendre des positions à l'inverse de leurs intentions réelles. Et donc quels sont les outils qu'ils ont pour nous manipuler? Et bah, tout simplement le graphique. Ça passe par le graphique, ça passe par l'analyse technique, par les chandelles, par ce qu'on va voir dans le graphique. D'accord. Les banques ont deux outils en gros pour nous avoir. C'est très simple. Donc le premier outil c'est quoi? Elles ont les fonds suffisants pour manipuler le prix, d'accord, et vous montrer d'un point de vue graphique tout ce que vous apprenez dans les connaissances traditionnelles, conventionnelles sur le trading, d'accord. Donc elles vont se servir de ça contre nous. Et le deuxième outil, c'est tout simplement qu'ils vont nous pousser à trader de manière émotionnelle. D'accord. Ils savent très bien que quand on trade émotionnellement, on fait n'importe quoi. Que la plupart des particuliers, quand ils se mettent à trader émotionnellement, donc par exemple à chasser le prix, ou à paniquer, ou à trader trop gros, ce genre d'erreur, et ben, ils savent très bien que ça va leur servir parce qu'on fait tout simplement n'importe quoi. D'accord. Donc les banques, pour aller chercher ces liquidités, pour appuyer, donc pour remplir leurs objectifs, vont se servir de ces manipulations. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sur le graphique et comment vous allez pouvoir donc éviter au mieux ce genre de piège. D'accord. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comme dans une des précédentes vidéos un petit exemple. Donc voilà, attendez, je prends le stylo. Voilà, donc vous imaginez par exemple que HSBC veut vendre 10 milliards. Qu'est-ce que je fais? Donc 10 milliards, voilà. Donc dites-vous que si HSBC veut vendre 10 milliards, il faut donc 10 milliards en achat. Donc eux, ils veulent vendre 10 milliards, ils ont besoin de trouver les 10 milliards en achat. Ils n'ont pas le choix, d'accord. Ils ne peuvent pas arriver sur le marché, claquer des doigts et vendre 10 milliards. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que ils sont comme nous, ils veulent vendre cher, d'accord. Ils veulent acheter pas cher et vendre cher. Donc ce qui va se passer, on va dire que
Le prix il est là comme ça, d'accord. Eux leur projet c'est déjà de vendre 10 milliards, d'accord. Eux ils veulent vendre les 10 milliards. Ok, sauf que ce qui va se passer sur le marché, c'est qu'il y a des deux, il y a des acheteurs et des vendeurs. Et donc les acheteurs, on va dire les acheteurs qui se sont positionnés là et qui sans le savoir sont dans le bon sens que les banques, et bah forcément quand vous achetez, et bah vous allez écouter ce qu'on vous a appris dans les livres ou dans les formations traditionnelles. On va vous dire bah mettez votre stop au-dessus du précédent haut, d'accord. Donc votre stop loss il va être là, d'accord. Donc ceux qui ont vendu dans cette zone là, d'accord, et bah qu'est-ce qui se passe? Leur stop loss ce sont tout simplement des ordres de rachat de leur position, d'accord. Donc les banques veulent vendre 10 milliards, elles ont besoin de 10 milliards d'acheteurs. D'accord. Donc les stop loss des vendeurs qui sont dans le même sens, ce sont des ordres d'achat. D'accord. Donc ce qui va se passer, c'est que quand ils vont donc manipuler le prix et faire grimper le prix pour aller chercher ces stop loss là, d'accord. Donc on va imaginer qu'ils impliquent 1 milliard pour faire grimper le prix. Ok, donc le prix va se mettre à grimper, ils vont aller chercher ces stop loss là, mais ce qui va se passer aussi quand le prix va grimper, c'est qu'ils vont inciter donc les traders à acheter. D'accord. Donc il y a tout plein de traders qui vont trader les breakouts, qui vont dire bon voilà, il y a un breakout, le prix il est en train de grimper, c'est la nouvelle tendance, donc ils vont se mettre tout simplement à acheter. D'accord. Ils achètent, ils achètent, ils achètent. Et le prix quand il devient intéressant pour les banques, parce que vendre ici c'est toujours plus intéressant parce que c'est plus cher que de vendre ici, et bah arrivé à un certain niveau, ils vont trouver la liquidité en question à travers les stop loss des vendeurs et à travers les acheteurs qui ont sauté sur le trade parce qu'ils ont vu le prix monter. D'accord. Donc les acheteurs, il y a ceux qui ont suivi le mouvement à l'émotionnel, ils ont chassé le prix, et il y a aussi tous ceux qui sont en mode breakout trader et qui ont posé des buy stop et qui ont dit bon bah moi à partir de là j'achète, à partir de là je vends. D'accord. Et ils vont se faire avoir parce que leur position d'achat va être activée. D'accord. Donc les banques, qu'est-ce qui va se passer quand le prix va grimper? Il va chercher toute cette liquidité. D'accord. Et puis là, donc, ils vont envoyer 9 milliards. D'accord. Le prix, il va se mettre à chuter fortement. Arrivé à break-even, ils vont se débarrasser du milliard qui a servi à faire grimper le prix. Voilà. Donc, ils ont bien leurs 10 milliards en vente. Et ils ont puni tout le monde. Et ils ont réussi leur coup. D'accord. Donc, nous, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est justement ce faux mouvement. D'accord. Ce faux mouvement-là. Ok, qui sert à aller induire en erreur les acheteurs et taper les stop loss des vendeurs. D'accord. Donc là c'est un petit peu pour l'explication. Donc là vous voyez maintenant pourquoi les banques chassent les stops. Elles ont tout simplement besoin d'appuyer leur trade. D'accord. Elles ont besoin de contrepartie. Ok. Donc dans l'autre sens c'est pareil. Quand une banque a besoin d'acheter fortement, on va dire par exemple 10 milliards, et bien pour acheter fortement elles ont besoin de trouver 10 milliards en vente. D'accord. Donc elles vont tout simplement faire un faux mouvement à la baisse pour inciter les gens à vendre, d'accord, et également taper les stop loss des acheteurs qui sont dans le bon sens. Alors juste avant de vous montrer quelques exemples dans les graphiques, je vais vous montrer comment dissocier les faux mouvements des vrais. Donc vous allez voir que c'est plutôt simple. Le tout c'est de comprendre avant tout la structure du marché. D'accord. Donc je vais vous montrer. Donc vous voyez, on va imaginer qu'on est dans un marché en tendance haussière, d'accord. Et donc vous connaissez la théorie de Dow. Pour suivre une tendance, Charles Dow il nous dit tout simplement que les hauts doivent être plus hauts et les bas doivent être plus hauts. D'accord. Donc il le dit lui-même, sa théorie n'était pas infaillible du tout. D'accord. Et lui, clairement, sa théorie c'était de prendre les breakouts. D'accord. Donc le prix il grimpe, il casse le précédent haut, il buy à cet endroit-là. Ok. Donc aujourd'hui je peux vous dire que très clairement c'est pas forcément une technique efficace. Alors utiliser la théorie de Dow pour comprendre la structure du marché, oui. Maintenant entrer en position à ce niveau là, je peux vous dire que vous êtes déjà en retard par rapport au mouvement. D'accord. Donc c'est beaucoup moins fiable de rentrer à ce niveau là que de comprendre que par rapport à la structure vous rentrez sur un retracement, sur une chute. D'accord. Il faut beaucoup plus de courage pour rentrer à l'inverse du mouvement sur une chute, mais quand vous comprenez la structure du marché, vous avez beaucoup plus de chances finalement et vous avez un ratio risque-profit plus intéressant avec un stop loss plus petit et donc un take profit plus gros quand vous rentrez de manière optimale à ce niveau-là. Donc comment les banques vont se servir de cette théorie contre nous? Et bien tout simplement, donc vous imaginez que la structure elle est haussière. Ok. Et donc à ce moment là si on suit la théorie de Dow, et ben, à partir du moment où ce bas là il est cassé, on a une cassure de la structure et la tendance s'inverse. D'accord. Donc les banques savent tout ça et donc pour manipuler le prix, ce qu'elles peuvent faire tout simplement c'est vous montrer des patterns conventionnels qu'on vous apprend un petit peu partout dans toutes les formations, tous les bouquins. Donc elles vont vous faire ce genre de mouvement. Vous voyez par exemple comme ça, voilà. Et là vous me voyez venir, qu'est-ce qu'on a?
on a une épaule tête-épaule. D'accord. Et donc tout le monde plonge à l'épaule tête-épaule et puis après le prix fait ça. On se dit ah bah mince, ça n'a pas marché, c'était une belle épaule tête-épaule, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ou bien tout simplement les banques peuvent aussi faire quoi? Les banques peuvent vous faire ce genre de pattern. Ah bah voilà, c'est un double bottom, là on a une jambe, deux jambes, on a le M, donc je vends à cet endroit là et puis le prix il fait ça. D'accord. Donc en gros la fausse cassure, le faux mouvement, il est là. D'accord. Et ce faux mouvement là, quand vous avez donc une chute à ce niveau là, et ben c'est à ce moment là que vous avez toutes les stratégies basées sur des indicateurs, les moyennes mobiles, etc., qui vous montrent que les moyennes mobiles sont en train de se croiser, donc il faut vendre, ou bien que à partir du moment où le prix il est descendu ici, le bas il est cassé, au niveau du RSI, on a bien cassé le surachat, enfin oui, le surachat, et donc le prix est maintenant en train de descendre, donc à partir de là on a des signaux de vente. On va aussi voir des divergences du RSI, donc par rapport à ici, vous allez voir des divergences, donc vous allez dire faut vendre, et malheureusement qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, le prix il remonte et il grimpe derrière et il punit tout le monde. D'accord. Donc ce que vous devez faire pour éviter ça, c'est très très simple. Vous devez vous fier à la tendance, à la structure du marché, sauf que une fois de plus, dire tout simplement et bêtement la tendance est ton ami, ça ne veut absolument rien dire du tout, parce qu'une tendance, comme vous le savez, le marché c'est un cycle, donc une tendance, quoi qu'il arrive, il y a un moment ou un autre, la tendance elle va s'inverser. D'accord. Donc quand je parle de tendance, bien sûr, vous devez vous attacher à la tendance donc du time frame que vous tradez. D'accord. Donc si vous êtes en intraday, vous allez vous fier à votre tendance en M15, en H1, d'accord. Alors que si vous tradez en swing, vous allez plutôt regarder votre H4, votre daily. D'accord. Donc quand vous avez une tendance, donc on va prendre l'exemple inverse, une tendance baissière, d'accord. Dites-vous que, alors attendez, c'est pas évident la souris. Voilà, donc quand vous avez une tendance baissière comme ça, ok, vous avez beau prendre votre précédent haut, le but c'est quoi? C'est que quand vous voyez le prix grimper, peu importe les patterns que vous allez voir, d'accord, peu importe les patterns que vous voyez, des W, des épaules, tête-épaule, peu importe ce que vous voyez, si le prix il casse le précédent haut ici, ne chassez surtout pas ce mouvement là, d'accord, vous ne chassez, vous n'avez pas envie de chasser ce mouvement là. Ok. Vous écoutez Charles Do, la théorie de Do, le haut il est cassé, la structure est cassée, on se met à acheter, et puis c'est à ce moment-là que vous prenez donc la continuation de la tendance, d'accord. La forte probabilité c'était la tendance, et donc à ce moment-là vous vous faites avoir. Ok, donc le but c'est quoi? C'est dans un premier temps, la première chose c'est quoi? C'est de ne surtout pas chasser la tendance, d'accord. Vous voulez pas la tendance, pardon, chasser la cassure. Ok, donc la cassure ici, vous ne voulez pas la chasser. Et donc il y a deux conseils pour éviter donc ce genre de faux mouvements. Alors dans un premier temps, vous allez attendre patiemment donc que le prix, que la chandelle déjà de cassure, donc ici se ferme bien avec une cassure, parce que si vous voulez, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'une chasse au stop, ça va être très bref, d'accord. Le prix il va peut-être monter jusque là pour finalement refermer ici et vous laisser un pic énorme comme ça. D'accord. Donc et c'est seulement après qu'on voit que c'était une chasse au stop. Mais c'est déjà trop tard. D'accord. C'est déjà trop tard. Si vous vous êtes mis à chasser le prix, à acheter là, la chandelle quand elle ferme ici, et ben c'est fini pour vous. D'accord. Donc dans un premier temps, le premier conseil, c'est d'être patient. Ok. Quand vous voyez une cassure de la structure, une cassure du précédent haut ou du précédent bas, selon le sens de la tendance, et ben donc vous attendez patiemment que la chandelle elle ferme. D'accord. Donc si vous voyez par exemple dans le cas que je vous montre là, la chandelle fermée comme ça, ok, et bah déjà on a un meilleur indice qu'une chandelle qui ferme comme ça, ok. D'accord. Donc la première chose à faire, donc, c'est d'être patient, surtout de ne pas chasser le prix, parce que la chandelle, bah, pendant qu'elle est ouverte, elle peut être comme ça pendant un temps, et puis elle peut fermer comme ça derrière. D'accord. Donc attendez bien la fermeture de la chandelle. Ensuite, vous voyez dans mes revues, je vous parle tout le temps de retest, appelez ça comme vous voulez, pullback, retracement, voilà. Donc les Américains appellent ça aussi de last kiss, d'accord. Donc si vous voulez avoir plus de chances de trader, donc un renversement, un retournement de la tendance, attendez quand même donc le pullback. D'accord. Vous voulez attendre le pullback et vous voulez le rejet du prix au niveau du price action ici pour une continuation, une inversion de la tendance. D'accord. Donc ce que je vous montre là,
ça sera jamais infaillible, d'accord. Ça n'existe pas une technique infaillible. Par contre, en agissant ainsi, en ayant la patience d'agir ainsi, vous allez mettre les probabilités de votre côté, d'accord. Parce que là, comprenez bien que quand vous tradez donc un renversement, un retournement, il s'agit de quand même trader à contre-tendance et parier sur une nouvelle tendance. Donc si vous voulez parier sur une nouvelle tendance, la principale erreur que font les débutants, c'est d'anticiper et de vouloir attraper le début de la nouvelle tendance. D'accord. Et vous n'avez pas besoin d'attraper le plus haut ou le plus bas d'une nouvelle tendance. Ce qu'il faut faire, c'est attendre patiemment d'avoir des confirmations que la tendance est bien en train de s'inverser avant de rentrer en position. D'accord. Donc si vous anticipez trop tôt, si vous vous basez sur des patterns conventionnels de ce qu'on vous apprend un petit peu partout, donc en France au niveau des formations, vous allez voir que les épaules tête-épaule, les croisements de moyenne mobile, les figures chartistes, tout ce genre de connaissances traditionnelles. Si elles ne sont pas, si vous ne prenez pas en compte la tendance, si vous n'êtes pas patient et que vous ne regardez pas avant tout la structure du marché, et ben vous vous ferez avoir, d'accord. Ça ne suffit pas de connaître des épaules tête-épaule ou des M ou des W. Et voilà, je vous rappelle rapidement, donc pour éviter ce genre de problème, ne chassez pas les mouvements, d'accord. Quand vous voyez que la structure du marché est cassée, attendez bien un pullback, attendez bien un retest, attendez bien que les bougies des chandelles ferment, d'accord. Vous attendez bien que la bougie ferme, que la cassure soit franche, que le retest soit franc, que le price action vous indique que les banques ont changé de sens et que maintenant les acheteurs ont pris la main ou que les vendeurs ont pris la main, et que voilà, donc vous voulez voir déjà une confirmation du changement de la tendance avant de vous impliquer, mais vous voulez certainement pas anticiper ou parier sur un retournement de la tendance, d'accord. On s'en fout d'attraper le plus haut du mouvement, on s'en fout d'attraper le plus bas du mouvement. Ceux qui font ça au final se plantent plus souvent parce qu'ils sont à contre-tendance que les fois où ils montrent qu'ils ont pris le mouvement le plus haut ou le plus bas. D'accord. Donc ne jouez pas à ce petit jeu là. Si vous voulez avoir les probabilités de votre côté, surtout faites bien attention, parce que les chasses au stop, les faux mouvements interviennent dans ces moments là, parce que les banques, vous voyez, quand le prix chute comme ça, elles ont besoin de faire continuer de chuter le prix, et bah tout simplement pour vendre encore à d'autres personnes, ils ont besoin d'acheteurs. Donc ils vont vous inciter à acheter en cassant la structure, d'accord. Ils vont remonter, ils vont vous dire bah vous voyez bien, regardez, là on a cassé le précédent haut, donc tout le monde sait ça. Le fait que le prix soit arrivé jusque là, vous avez des moyennes mobiles qui se sont croisées, et donc tous ceux qui traitent ce genre de stratégie sont en train d'acheter, et donc ils sont contents parce qu'ils ont tapé les stop loss de ceux qui étaient dans le bon sens, qui ont vendu là par exemple, et qui ont leur stop loss ici. Ok, donc comme je vous ai montré juste avant, ils ont tapé les stops de ces personnes là et ils ont incité tout le monde à acheter. Donc ils sont contents, ils ont réussi à bien mener leur plan au bout pour pouvoir continuer tout simplement leur plan initial, qui est de faire chuter le prix. D'accord. Donc identifiez bien la tendance, identifiez bien la structure du marché, donc sur les bases de ce que Charles Do apprend. Maintenant, ne jouez surtout pas au breakout trader, à trader les cassures de la structure du marché. D'accord. Et ne vous faites pas non plus avoir avec toutes les patterns traditionnelles quand elles sont à contre-tendance par rapport à la tendance principale. D'accord. Alors je vais vous montrer maintenant, donc avant de vous montrer dans les graphiques, je vais aussi vous montrer, pour ceux qui aiment bien la stratégie de Steve Morrow, dans quel cas vous devez vous focaliser sur les M ou les W. Et vous allez voir qu'on en revient un petit peu à ce que je vous ai dit là. Mais donc c'est important de bien comprendre dans quel cas vous allez privilégier l'un ou l'autre. Alors, donc Steve Morrow, donc je vais vous montrer très rapidement pourquoi il faut privilégier les M ou les W. D'accord. J'ai beaucoup d'élèves qui aiment vraiment cette stratégie-là, qui aiment ce setup. J'ai pas mal de questions dessus. Et souvent, on me dit, bah tiens, j'ai pris un M, c'est pas passé, ou j'ai pris un W, je comprends pas pourquoi c'est pas passé. Alors, je vais vous répondre très simplement déjà. La première raison, c'est quoi? C'est que parfois, il n'y a pas de raison. D'accord. On est dans un business de probabilité et vous pouvez avoir le meilleur setup du monde. D'un point de vue psychologique, il faut que vous acceptiez que il peut y avoir des pertes, d'accord. Donc à partir de là, vous pouvez avoir pris un très bon setup et c'est peut-être pour ça que c'est pas passé. À vous de juger plutôt votre discipline, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que vous avez donc respecté votre plan de trading? Est-ce que vous avez respecté votre money management? Est-ce que vous avez respecté votre discipline? D'accord. Donc maintenant, je vais vous montrer au niveau technique pourquoi dans certains cas on va privilégier les M, ou dans d'autres cas on va privilégier les W. Donc pour ceux qui connaissent la stratégie de Steve Morrow, vous savez qu'il y a une notion de level, de niveau, d'accord. Donc il parle des 3 niveaux.
Ok, donc les 3 niveaux, c'est tout simplement une question de tendance. D'accord, donc Steve Moreau, quand il parle de 3 niveaux, il parle par exemple du niveau 1. Ok, après il parle d'une tendance. Après, donc on a une consolidation. Après, on a un faux mouvement. Après, on a le niveau 2. Consolidation, faux mouvement, niveau 3. D'accord, donc là je vous ai fait dans le sens haussier, et bien sûr ça marche dans l'autre sens également. D'accord, parce qu'après, bon, forcément, ça repart dans l'autre sens. Ok, donc le but c'est quoi? Donc on va parler dans le cadre de la tendance haussière. Donc vous voyez, on a le niveau 1 qui est ici, on a le niveau 2 qui est ici, on a le niveau 3 qui est ici. D'accord, donc le but c'est quoi? C'est de comprendre que parmi les 3 niveaux, selon le sens que vous avez, eh ben, vous allez devoir vous focaliser sur des M ou des W. Donc quand on respecte le setup de Steve Moreau, dans une tendance haussière, quand vous avez identifié la tendance haussière, par exemple, donc on est arrivé à un niveau 3 parce que le prix donc il a chuté après 3 niveaux, d'accord? On va imaginer que voilà, donc on a chuté, il arrive au niveau 3. Donc là c'est pas le niveau 1, en fait, le niveau 1 il est là, le niveau 2 il est ici, d'accord? Le niveau 3 il est là. D'accord? Donc on a identifié que maintenant donc on est au niveau 1 parce qu'il y a eu les 3 niveaux dans l'autre sens. Donc quand vous êtes au niveau 1 après avoir quitté le niveau 3 et que vous avez compris que la tendance elle est haussière, et ben vous comprenez bien que maintenant le faux mouvement, comment dissocier le faux du vrai mouvement? Comment est-ce que vous allez savoir si c'est un faux ou un vrai mouvement? Et ben c'est à partir de la tendance, d'accord? Donc là, dans le cas précis, on comprend que la tendance elle est haussière. Quand vous voyez à la sortie donc de la session asiatique, quand vous avez la session asiatique qui est là donc, et qu'à Londres vous voyez une chute du prix, et ben vous comprenez par rapport à la tendance que cette chute du prix c'est un faux mouvement. D'accord? C'est un faux mouvement parce que la tendance elle est haussière. Donc vous allez supposer que ce mouvement c'est un faux mouvement et c'est ici que vous allez trader votre W. Ok? Par contre, si à la sortie de Londres, vous voyez un mouvement haussier et que là vous vous mettez à voir un M, est-ce que vous allez trader ce M? Certainement pas. Vous n'allez pas trader ce M et vendre le prix. Vous avez compris que la tendance, les niveaux, c'est ça. Vous avez compris que le mouvement, il est haussier, d'accord? Donc, dans ces cas-là, le M, on s'en fout. Si ici, au niveau 2, vous voyez un M, c'est pareil. D'accord? Si vous voyez un M ici, on s'en fout. On ne veut pas trader les M. On va trader uniquement les W. D'accord? Donc, je vous le refais dans l'autre sens. Donc, quand la tendance, donc vous imaginez que il y a eu 3 niveaux de hausse, d'accord? 1, 2, et on arrive au niveau 3. Ok, on est au niveau 3 maintenant. Donc attendez, je vais les noter. 1, 2, 3. Donc dans la stratégie de Steve Moreau, on va imaginer que le prix donc maintenant il s'inverse. Ok, donc on arrive sur le niveau 1. Ok, quand on arrive là et qu'on a compris que maintenant la tendance elle s'inverse, qu'est-ce qu'on va trader? Si vous voyez à l'ouverture de Londres, à la fin de la session asiatique, à l'ouverture de Londres, un mouvement baissier, d'accord, avec un W. Est-ce que vous allez donc trader ce W et donc acheter le prix parce que vous voyez un W? Certainement pas. D'accord? Rappelez-vous que le plus important, avant toute chose, les bases, les fondations de la stratégie de Steve Moreau, c'est de comprendre la tendance. Donc la tendance là maintenant elle est baissière, et donc si la tendance elle est baissière, bah, à partir de là on peut savoir qu'est-ce qui est censé être un faux mouvement, qu'est-ce qui est censé être un vrai mouvement. D'accord? Donc si vous voyez un mouvement de chute à l'ouverture de Londres, bah, vous allez vous dire, bon bah là c'est le vrai mouvement. C'est le vrai mouvement, donc je vais certainement pas trader des patterns de W. D'accord? Par contre, si à l'ouverture de Londres, vous voyez un mouvement à l'inverse de la tendance avec un M, et bien là, vous pouvez vous dire que c'est un faux mouvement. Ok? Vous pouvez vous dire que c'est un faux mouvement parce que la tendance que vous avez identifiée par rapport au niveau, c'est une tendance baissière. D'accord? Donc pareil, donc vous imaginez que le prix, donc après le M, il chute. On a une consolidation la journée d'après à Tokyo. Et là, à l'ouverture du marché, qu'est-ce qui se passe? Et ben vous savez déjà que soit vous allez avoir un faux mouvement et un M à ce niveau-là et vous allez pouvoir vendre. Ok? Soit vous allez avoir un mouvement de chute et peut-être un W, et à ce moment-là, vous n'allez pas y toucher. D'accord? Vous n'allez certainement pas acheter. Ok? Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si c'est pas très clair pour vous. J'espère que c'est clair. Mais donc juste petit récapitulatif. Rappelez-vous que dans la stratégie de Steve Moreau et même dans la stratégie dans le trading de tous les jours, on parle de tendance tout simplement. Steve Moreau il a juste rajouté des chiffres pour les niveaux pour montrer la tendance, d'accord? Mais dites-vous que même sans les niveaux de Steve Moreau, quand vous voyez que la tendance elle est baissière, d'accord? Et bah tout simplement, vous allez certainement pas
acheter un W, ok, parce que vous avez identifié que la tendance elle est baissière. D'accord. Vous n'allez pas acheter un W, vous n'allez pas acheter une épaule tête-épaule parce que vous êtes à contre-tendance. D'accord. Par contre, si vous voyez que le précédent haut il est cassé, que vous voyez que le prix il monte comme ça, et que là vous avez un vrai rejet du prix parce que vous avez eu la patience d'attendre, et que vous voyez par exemple un M à ce niveau-là, ok, ou même si vous voyez une épaule tête-épaule à ce niveau-là, alors à ce moment-là, oui, là vous pouvez vous dire, vous tracez votre neckline, vous attendez la cassure, le retest, le rejet, et là vous pouvez vous dire que vous êtes dans la tendance globale, ok, et que les probabilités elles sont dans votre sens si vous vendez à ce niveau-là, d'accord. Mais acheter à ce niveau-là parce que vous voyez des patterns du prix, c'est vraiment pas une bonne idée. Ok. Donc je vais vous montrer un dernier petit exemple pour vous montrer pourquoi il faut être patient quand vous tradez une tendance, et pourquoi il faut donc privilégier toujours votre tendance. D'accord. Donc je vous montre l'exemple. Donc quand vous avez une tendance par exemple qui est haussière comme ça, vous allez dessiner votre structure et vous allez faire quoi? Et ben vous allez tout simplement acheter le bas du canal, vous allez acheter parce que c'est la forte probabilité par rapport à la continuation de la tendance. D'accord. Donc à chaque fois que le prix va redescendre, vous allez acheter pour la continuation, donc ça va passer, d'accord, jusqu'au moment où bah, ça va pas passer, le prix il va chuter, et donc vous allez prendre votre perte. Et ça c'est complètement normal, ça fait partie du process. D'accord. Donc à chaque fois que vous avez acheté dans la tendance, vous avez pris votre gain, vous avez pris votre gain, vous avez pris votre gain, et là vous avez pris votre perte. Ok. Par contre, si vous vous amusez, quand la tendance elle est haussière comme ça, si vous vous amusez à chaque fois à trader, parce que vous avez vu une épaule, un semblant d'épaule tête épaule, vous commencez à vendre à ce niveau-là, la forte probabilité c'est que la tendance continue. D'accord. La forte probabilité c'est ça. Donc là vous allez voir une fois de plus, vous allez voir un M. Ok, vous allez voir un M, le prix cassé, le précédent bas comme ça, vous allez vous mettre à vendre, et le prix va faire ça une fois de plus. Ok. Et puis après, bon, peut-être que là vous allez voir encore un M, vous allez encore trader le M, vous allez vendre, et là ce coup-ci ça va passer. Et là vous allez être content parce que c'est passé. Sauf que vous avez pris une perte ici, vous avez pris une perte ici, vous avez pris une perte là. D'un point de vue statistique, vous êtes en négatif. D'accord. Donc c'est pour ça que quand on vous dit la tendance est votre ami, c'est une réalité. D'accord. Bon, mais il faut quand même comprendre la structure de la tendance, parce que la tendance, tôt ou tard, elle va s'inverser. D'accord. Et quand elle va s'inverser, bah, vous allez prendre votre perte, c'est pas grave. Mais le but, c'est quoi? C'est de respecter la tendance de votre time frame. Ok, donc restez bien au niveau du time frame, de votre time frame de prédilection, identifiez bien la structure, d'accord, et faites attention aux fausses cassures, les cassures des précédents bas. Quand vous voyez des cassures des précédents bas, ou quand vous voyez même des cassures de trendline, dites-vous que les banques savent très bien que les traders font ça. Dès qu'il y a une cassure de la trendline, il y a pas mal de gens qui se mettent à vendre. D'accord. Donc, et ça c'est pas une bonne idée du tout. Donc soyez patient comme je vous ai dit juste avant. Attendez le retest, le pullback toujours, d'accord, et attendez le rejet du prix au niveau du price action, parce que vous voulez voir donc que le price action vous montre que le prix est en train de s'inverser. D'accord. Mais si vous vous amusez à vendre tout simplement cette cassure, et ben, je peux vous dire que la forte probabilité c'est tout simplement que le prix il redécolle derrière, parce que cette cassure, ce faux mouvement, a servi uniquement à aller chercher des liquidités. Allez, je vous montre un petit exemple dans les graphiques. Alors les amis, je vous montre un bel exemple justement de ce genre de chasse au stop, d'accord, de faux mouvements, et il y en a un petit peu partout, hein. Quand vous allez regarder vos graphiques, maintenant vous allez voir. Donc là, vous voyez la tendance, elle est clairement haussière, ok. Donc quand on voit les hauts plus hauts, les bas plus hauts, ok. Donc là, on voit clairement que la tendance elle est haussière. Et là, regardez bien le mouvement quand le prix il arrive ici. D'accord. Donc les chasses au stop, c'est tout con, on va se dire, bon bah c'est tout simplement ce pic là. Mais dites-vous bien, attendez, je vais zoomer, que quand on arrive ici, et qu'on regarde donc de plus près ce pic là, il faut se dire que quand on était durant cette bougie là, à un moment donné, cette bougie là elle était ici, le prix était ici, et on voyait une grande bougie rouge. D'accord. On voyait une grande bougie rouge, et qu'est-ce que les gens se sont mis à faire? Ils se sont mis à vendre tout simplement. Pourquoi? Parce que ils se sont dit, bon bah voilà, le précédent bas il est là, il est cassé, donc on a une cassure de la structure, donc le prix il est cassé, on va se mettre à tracer une trendline ici, d'accord. Vous placez votre trendline de là à là, et vous voyez quoi? Vous voyez que la structure elle est cassée, d'accord. Donc vous voyez la chandelle à un moment elle était là. Alors attendez, je peux le placer plus proprement.
Donc vous voyez, on place notre trendline et à un moment donné, on voit que la chandelle, elle est là. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on se dit, ah bah le précédent bas il est cassé, la trendline elle est cassée. Je vous sors même pas les moyennes mobiles parce que à ce moment-là, quand la chandelle elle était là, forcément il y avait un croisement de moyennes mobiles, d'accord? Donc vous dites quoi? Vous vous mettez à vendre, d'accord? Donc non seulement il y en a qui se mettent à vendre, ok? Mais il y a aussi tous ceux qui ont acheté dans cette zone-là, qui étaient en profit ici et qui ont mis leur stop en dessous du précédent bas. D'accord. Donc ils étaient en profit ici, ils ont mis leur stop loss là, et malheureusement pour eux, s'ils n'ont pas verrouillé, bon, au pire ils ont mis à break even, mais ce qui s'est passé c'est que le prix derrière il est descendu et il a tapé les stops. Il a tapé les stops et il a incité tout le monde à vendre. D'accord. Donc vous voyez, ça c'est le genre de chasse au stop. Si vous avez la patience d'attendre, comme je vous ai dit juste avant, que la bougie est ferme, et bah vous attendez, donc là on est en H4, vous attendez les 4 heures et vous voyez que la bougie est ferme comme ça. Et là, vous comprenez que c'était une chasse au top et que vous avez bien fait de ne pas rentrer dedans. Si vous commencez à être patient et vous vous dites je vais attendre le pullback, je vais attendre le retest, je vais attendre une vraie cassure de la structure, et bah juste avec de la patience, vous allez éviter ce genre de manipulation. D'accord. Et c'est pas fini derrière, regardez, là on a un bel engulfing. Ok, on a un bel engulfing et ça c'est un signal de vente une fois de plus. Donc pourquoi on a ce genre de signaux de vente? Même si l'engulfing c'est un signal qui a forte probabilité, dites-vous qu'il faut comprendre quand même la situation, le contexte du prix. D'accord. Donc vous savez comment moi je trade donc en surveillant les supports et résistances institutionnelles, parce que c'est comme ça que les banques travaillent. Et si on regarde donc 109, voilà 109. Donc là vous avez donc un support institutionnel, ok, support résistance institutionnelle des banques. Quand vous voyez un engulfing comme ça, qui est un gros signal de vente, alors que le support institutionnel n'est pas cassé, et bah vous comprenez le contexte, vous n'allez pas vendre. D'accord. Vous vous dites, ah bah là, ils ont bien essayé, mais manque de peau, vous faites pas avoir. Parce que vous avez vu qu'il y a un support institutionnel, que tout simplement vous êtes patient et que vous ne tradez pas ce genre de manipulation. Ok. Donc il faut comprendre la structure du marché, il faut comprendre le contexte du prix, et à partir de là, vous ne ferez pas avoir par ce genre de fausse cassure. Donc vous voyez, il y a dans un premier temps donc ce gros pic qui était une bougie rouge énorme qui descendait jusque là. Après vous avez l'engulfing qui est ici. Et qu'est-ce qu'on a finalement quand on regarde en dézoomant un petit peu? Bah regardez bien, on a une épaule, tête, épaule. D'accord. Donc vous voyez, trois raisons de vendre. On a trois raisons de vendre. Et pourquoi sur le graphique on voit trois raisons de vendre? On voit trois raisons de vendre tout simplement parce que les banques ont besoin d'acheter. D'accord. Donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans les graphiques. Comprenez le contexte du prix, respectez la structure du marché. Soyez patient quand vous prenez vos positions pour attendre toujours que les chandelles ferment, d'accord, et respectez la tendance. D'accord. Respectez la tendance du time frame que vous tradez et vous aurez beaucoup moins de soucis avec ce genre de fausses cassures. Et donc on peut même voir encore par la suite que vous voyez, là c'est pareil, le prix il casse. Et qu'est-ce qui casse? Il est venu taper tous les stops qui étaient en dessous de cette zone-là. Il y a de la liquidité dans cette zone-là. Ils sont venus taper tout ça. D'accord. Donc oui, ça a cassé l'institutionnel. Ok. Mais regardez bien, là on a une pattern de vente. Là on a encore un engulfing. Donc vous voyez, tout est fait pour vous inciter à vendre. Et vous voyez cette bougie-là. Là on le voit pas trop parce que c'est un pic. Ok. On le voit pas trop. Mais ce pic-là énorme qu'on voit ici, bah, dites-vous bien qu'à un moment donné, la bougie elle était toute rouge et elle descendait jusque là. D'accord. Donc dites-vous que cette chandelle-là, quand elle était rouge jusque-là, eh ben, il y a un tas de traders qui se sont mis à vendre et qui ont chassé le prix. D'accord. Donc non seulement ils ont incité énormément de monde à vendre ici, mais en plus de ça, dites-vous qu'ils sont partis taper la liquidité, les stop-loss de tous ceux qui étaient dans le bon sens et qui ont acheté. D'accord. Donc quand vous avez la patience d'attendre, donc comme les conseils que je vous ai donnés juste avant, et bah déjà à la fermeture de la chandelle, vous voyez ce genre de pic, vous vous dites que là les acheteurs ils sont quand même en présence parce que sinon il n'y aurait pas eu un rejet brutal du prix comme ça. D'accord. Et puis derrière, et bah vous allez attendre forcément donc une cassure et un retest, une vraie cassure et un retest de la structure derrière. Vous voulez que ce bas là soit vraiment cassé avec une bougie qui ferme en dessous. D'accord. Avec un rejet une fois de plus du price action, mais vous voulez pas que le prix reste comme ça avec un rejet énorme comme ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'on voit par la suite? Et ben les banques remplissent leur objectif. D'accord. Donc j'espère que vous avez bien suivi la vidéo, que ces conseils vont vous être utiles dans votre trading de tous les jours. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire. D'accord.
Donc je vous donne vraiment ce conseil, suivez bien la tendance, faites attention aux manipulations des banques, ce qu'on vous enseigne partout. Moi je peux vous dire que les informations qui m'ont permis aujourd'hui de réussir dans le trading, j'ai rien trouvé en France, j'ai tout trouvé à l'étranger, d'accord. Les connaissances traditionnelles, conventionnelles qu'on vous apprend se retourneront contre vous, d'accord. C'est toujours pareil, les figures chartistes, les patterns de chandelier, les breakouts, les stratégies de breakout, les stratégies de divergence, de RSI ou d'indicateurs. Vous voyez, ce genre de stratégie qu'on vous apprend partout, et ben, les banques savent très très bien que tout le monde traite comme ça. D'accord. Donc pour avoir une bonne vision du marché, un bon contexte du marché, il faut comprendre sa structure. D'accord. Regardez les vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube sur les modèles d'achat et les modèles de vente de Wyckoff. Ok. Donc vous allez comprendre que ces histoires de faux mouvements existent depuis déjà très très longtemps. D'accord. Depuis plus d'un siècle, on parle déjà de manipulation des banques. Les banques, comme je vous ai dit au début, elles ont besoin de liquidité pour appuyer leurs transactions. Donc à partir de là, dites-vous bien qu'il y a un moment ou un autre, elles vont chercher à vous mettre une douille, les banques. D'accord. Donc et leur seul outil pour vous douiller, c'est quoi? C'est de manipuler ce que nous on regarde. Et qu'est-ce qu'on regarde? Et ben on regarde les graphiques. Ok, les banques savent très bien qu'on n'est pas des économistes, on n'est pas des traders, on ne traite pas les fondamentaux de l'économie. Ok, on est des analystes des techniques, et donc le seul moyen qu'ils ont de nous induire en erreur, c'est d'utiliser nos connaissances contre nous, d'accord, à travers ce qu'on va voir dans les graphiques. Ok. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Bon week-end à vous, et on se retrouve pour l'ouverture du marché lundi.